Ça va être une montre assez banale. Pour moi, j'ai un attachement sentimental. Ouais. Mon père est tombé malade. Donc, il y a une maladie neurodégénérative qui s'appelle la paralysie supranucléaire progressive. C'est 1% des hommes sur la planète qui atteignent cette maladie-là. Donc, lui, il avait gagné au gros lot, mais avec la maladie. Tu sais que des fois, un élastique, il faut être prêt à reculer pour mieux rebondir vraiment par la suite. Puis c'est un peu l'image que je voulais donner à mon fils, dire que des fois, on peut être dans une situation très confortable, puis on ne veut pas prendre des risques. Mais on est en train, des fois, peut-être de mourir à petit feu sur le côté professionnel ou même sur le plan de vue personnel. C'est acquis également de notre côté pour avoir une très belle vie. Mais moi, c'était pas nécessairement où j'étais rendu dans ma vie, c'était pas nécessairement qu'est-ce que je voulais être. Welcome back to the Closing Time. Épisode 3, on a un invité très spécial aujourd'hui. On a ici le chef d'équipe, cofondateur du groupe Maverick, de GA Hypothèque, également courtier hypothécaire, et le deuxième plus beau dans le studio aujourd'hui. Bienvenue, Benoît. Hey, merci, je te remercie de l'invitation de Jeannette. Honnêtement, c'est un réel plaisir d'être là ce matin avec toi. Bien sûr. Également. Fait que pour le monde qui ne connaisse pas, faites-moi une petite introduction de qui est Benoît. Qui est Benoît, je pense que tu as fait quand même une bonne introduction de moi. C'est sûr qu'au courant des 2-3 dernières années, j'ai quand même réussi à chapeauter quelques disciplines également de mon côté, mais à la base, je suis un homme de 43 ans, bientôt à 44 ans, père de famille, un garçon de 7 ans, une conjointe, ça fait pratiquement 14 ans qu'on est ensemble présentement. J'ai été longtemps dans l'industrie du commerce au détail, pratiquement 25 ans. J'ai occupé différents rôles au niveau de la gestion surtout. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure à l'âge de 40 ans parce qu'on m'a toujours dit... j'ai eu un de mes mentors également quand j'étais un peu plus jeune, m'a toujours dit que dans la trentaine, tu accumules également le bagage d'outils nécessaires pour pouvoir également dans la quarantaine avoir de l'impact auprès d'une organisation. Puis moi, ça m'a toujours resté également au niveau de l'esprit. Puis à 40 ans, j'ai décidé de faire le saut dans le domaine du courtage hypothécaire. Des aspirations, j'en ai plein. Je suis un gars qui est passionné d'immobilier, je suis un gars qui est passionné de vente, de service à la clientèle. J'ai toujours également été jeune. Je me souviens que moi et mon frère, on avait l'idée de devenir des promoteurs immobiliers. Mon père était banquier. Donc, il a été travailler pour une banque, directeur de développement hypothécaire pour une grande banque québécoise connue, sans nécessairement nommer cette banque-là. Puis souvent, le week-end, on allait visiter également des maisons des promoteurs immobiliers. Puis quand on revenait à la maison, moi et mon frère, on faisait des Legos, on faisait du développement des affaires. Donc, ça a toujours été un peu dans ma génétique de vouloir également toucher un peu au domaine de l'immobilier, de la finance. Donc, je te dirais, c'est un peu moi, ça. OK, nice. Puis tu avais mentionné que tu as fait le saut à 40 ans. Ouais. Moi également, j'ai fait le saut d'être courtier hypothécaire à 30 ans, qui est quand même... Déjà à 30 ans, ça fait peur. J'imagine à 40, ça fait encore plus peur. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce saut-là, le changement de carrière? Je te l'explique. J'ai eu un rôle très jeune. J'ai eu un rôle de gestionnaire dans l'organisation. Je crois que j'avais 23 ans. J'étais l'un des plus jeunes au Québec, au Canada, même, je pense, en Amérique du Nord également, dans cette organisation-là. Puis j'ai occupé ce rôle-là pratiquement jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, j'ai eu différents magasins, c'était dans l'industrie du commerce au détail, mais ça revenait toujours également à la même formule. Puis également, comme je t'ai mentionné, j'ai eu un déclic. Aux alentours de l'âge de 37 ans, j'ai décidé de faire le saut à faire les études en immobilier parce que je m'intéressais à l'immobilier. Puis j'avais toujours eu cette passion-là de dire aux gens autour de moi, fais-le, sans nécessairement également vouloir le faire également de mon côté. Puis drôlement, mes amis qui se lançaient dans ces domaines-là, il y avait également une belle réussite. Donc, je dis, mais pourquoi je n'essaierais pas? Donc, à l'âge de 37 ans, je me suis inscrit au CEI, dans le domaine du courtage immobilier. Puis, entre-temps, mon père est tombé malade. Donc, il y a une maladie neurodégénérative qui s'appelle la paralysie supranucléaire progressive. C'est 1% des hommes sur la planète qui atteignent cette maladie-là. Donc, lui, il avait gagné au gros lot, mais avec la maladie. Puis, je me suis dit, OK, je lui avais mis en stand-by l'immobilier. Puis, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec mon conseiller financier. Il dit, Benoît, tu sais, avec ton environnement, tu es jeune père, tu te vois-tu réellement faire de l'immobilier, aller faire des visites de propriété, les week-ends, ces choses-là? Puis ça ne fitait pas vraiment avec moi. Même si j'avais une passion incroyable de l'immobilier, puis je pense que j'aurais été un excellent courtier immobilier. Oui, c'est ça. Puis il m'a dit, mais je te verrais peut-être plus dans le domaine de courtier hypothécaire. Là, je me suis un peu renseigné sur le domaine du courtage hypothécaire, puis je décide, OK, let's go. J'embarque dans l'aventure, je planifie mon coût. Tu sais, tu ne deviens pas courtier hypothécaire du jour au lendemain, puis il faut que tu le planifies. Et j'avais quand même
un bon rôle, un bon salaire. J'étais quand même un des gros revenus à la maison. Puis, donc, j'ai planifié. Donc, j'ai tranquillement, pas vite, je me suis réinscrit de nouveau au CEI. J'ai pris le cours en courtage hypothécaire. Ça prend environ 1 an à faire le cours, parce que je le faisais vraiment à temps perdu. Les lundis, j'avais des journées de congé, donc j'en profitais également pour faire mes études. Ouais. Puis également d'amasser mon argent nécessaire, parce qu'on m'a dit, écoute, si je veux me lancer comme il faut, mais planifions les choses de la bonne façon pour avoir un bon coussin financier. Fait que, mettons, qu'est-ce que tu avais planifié? Qu'est-ce que tu avais prévu comme dépenses ou... Moi, je m'avais dit, OK, pour que ça puisse fonctionner correctement, il faut au moins que je gère au brut 1 année de salaire de qu'est-ce que je faisais également de mon côté. Pour pas avoir le stress financier de dire, OK, j'embarque dans une aventure, puis je sais que les premiers mois peuvent être difficiles. Tu lances une entreprise, tu n'as pas nécessairement le partenariat, tu connais pas nécessairement les produits, tu n'as pas encore cette crédibilité-là. Donc, je me suis dit, 1 an de salaire au brut de où j'étais auparavant pour me lancer dans l'aventure. Puis, c'est parti là, j'ai fait le saut. T'avais-tu... mettons, eu du succès tout de suite ou c'était-tu lent? C'était comment le trajet à devenir où ce que tu... J'ai lâché mon emploi en juin 2023. Je te dirais que les premiers mois ont été rough. Ouais. Tu te lances dans ce domaine-là, tu as beaucoup de monde dans ton entourage, inquiète-toi pas, j'ai mon renouvellement hypothécaire, j'ai un projet d'acquisition de propriété, puis tu dis, OK, parfait, je me lance, puis tu es en toute quiétude, ça va fonctionner les premiers mois, puis finalement, tu te rends compte que tout ce monde-là qui t'ont dit qu'il allait également t'appeler, ils ne t'appellent pas nécessairement. C'est ça. Donc, les premiers mois, je vais te dire qu'ils étaient assez durs. Je me suis posé même la question, puis je suis pas un gars également qui est proche de mes émotions, mais souvent, ça m'est arrivé, à un moment donné, de dire, écoute, d'avoir la larme à l'œil, puis de dire à mon entourage, je pense, en quoi je me suis embarqué. Ouais. Donc, ça a pris environ 6 mois. OK. Donc, les 6 premiers mois ont été très durs. Mais à partir de là, après 6 mois, c'est là que ça a commencé à mettre des efforts, puis également les partenariats, puis également la business a commencé à développer après 6 mois, je te dirais. OK. Puis si on fast-forward de tes débuts, comment est-ce que tu es rendu chef d'équipe ou cofondateur du groupe Maverick? Bien, ça, c'est question de circonstances. Ouais. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Daniel, qui est quand même assez connu dans le domaine du courtage hypothécaire. Puis il a dit, écoute, il avait la chance de connaître PC Jolicoeur. Ouais. Puis PC également, c'était un qui m'a aidé justement à me lancer sans peut-être le savoir indirectement, il le sait maintenant, mais il m'a influencé comme tel à me lancer dans le domaine du courtage hypothécaire. Mais il y avait une vision. Puis Pierre-Charles disait, écoute, j'ai l'idée un jour de lancer un cabinet. Puis Daniel a vu une opportunité. Écoute, on pourrait peut-être dans sa folie, parce que Daniel, pour ceux qui le connaissent, tu le connais très bien. Il peut avoir des idées également de folie de temps à autre, mais ça a toujours également été bénéfique également pour nous. Il dit qu'on a peut-être la chance de pouvoir se lancer. Faisons une micro-équipe au départ, parce qu'au début, on ne voulait pas avoir une équipe. On voulait juste être moi et Daniel, puis également faire que notre business. Puis après ça, on a dit, on a peut-être une opportunité de se lancer, d'être la première équipe embarquée dans l'aventure de JA Hypothèque. Puis c'est à partir de là, comme tel, qu'on a décidé de builder ensemble. L'idée de Maverick, puisque souvent on pose la question également, pourquoi le groupe Maverick? Qu'est-ce que ça veut dire, Maverick? Maverick, qu'on était dans notre ancienne bannière hypothécaire, sans la nommer. Daniel avait souvent le surnom également d'être le Top Gun de l'hypothèque. OK. Donc, moi, je me suis dit, OK, Top Gun, on cherche un peu plus la thématique. Puis je dis, pourquoi pas appeler ça Maverick? Donc, en réalité, Maverick vient. Puis Maverick, c'est quand même une certaine symbolique pour nous. Le Maverick, c'est en réalité ça fait partie de la crème de la crème. Donc, nous, on voulait également, si on s'embarque dans l'aventure du courtage hypothécaire, si on bâtit une équipe, mais on voulait également avoir les meilleurs courtiers qui puissent mieux représenter le brand, mais également mieux représenter notre clientèle. Puis nous, de pouvoir également bien l'accompagner autant pour les renouvellements, les refinancements, puis également, surtout, l'investissement. Ouais. Nice. Puis, d'où ce que vous avez commencé comme micro-équipe, comme là, on est rendu à une quarantaine de courtiers. Ouais. C'était... comment est-ce que cette notion de Top Gun ou de Maverick, crème de la crème, comment est-ce que tu choisis les meilleurs en grandissant l'équipe si rapidement aussi en même temps? C'est sûr que, on fait des bonnes entrevues. Donc, on veut s'entourer également de gens d'expérience. Pas toujours également des gens d'expérience. Également, c'est de voir un peu c'est qui l'individu, le profil, le côté humain. On y croit. Beaucoup, de voir également, y a-t-il un potentiel de développement, autant avec ses skills, également le background qu'il y a eu dans le passé. Donc, ça, c'est la première chose. Puis également, on était chercher également de notre côté des gens de l'industrie, des anciens démarcheurs, des anciens directeurs de compte d'institutions prêteuses, des analystes.
Puis, on a une certaine forme de réputation. Donc, en pouvant générer un peu de volume auprès des institutions, mais on crée quand même une bonne réputation auprès des analystes, auprès des directeurs de compte. Puis souvent, eux, ils n'hésitent pas à nous référer des gens de leur entourage en disant, avec les convictions, les valeurs également de ces gens-là, mais je pense que ça peut être un bon fit pour vous. Donc, c'est un peu également du référencement qui fait en sorte qu'on a réussi à aller chercher des gens. On est également la seule équipe de chez GA Hypothèque sur la Rive-Nord de Montréal. Donc, il y a beaucoup de gens, pour ceux également qui ne connaissent pas GA Hypothèque, la plupart des bureaux se retrouvent sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, on bénéficie des gens également qui veulent se joindre à l'équipe de GA, mais on bénéficie également de ce pipeline-là également de notre côté, vu qu'on est installé sur la Rive-Nord. Oui, exact. Puis, étant courtier de le groupe Maverick moi-même, je trouve qu'il y a beaucoup d'encadrement pour les nouveaux courtiers. Il y a des formations à chaque semaine avec des nouveaux prêteurs ou même avec l'équipe. Tous les chefs d'équipe, Vincent, Sabrina, toi puis Dan aussi. Je trouve qu'il y a vraiment un bon synergie pour essayer à aider et développer le business de tout le monde. Fait que je trouve que ça, c'est un des secrets aussi pour maintenir le crème de la crème, je dirais. Ben oui, moi j'y crois. Puis comme tu l'as mentionné, on n'est pas seul à travers ça. Chez Maverick, on est 4 chefs d'équipe. Puis chacun apporte également son grain de sel, chacun a leur force. Puis ça fait en sorte justement d'avoir un meilleur encadrement, puis fait en sorte qu'on peut également donner un meilleur support pour nos courtiers. Je pense pas qu'on aurait pu réussir à 1 ou 2 chefs d'équipe de grossir aussi rapidement puis donner un bon encadrement. Parce qu'on sait, quand on est chef d'équipe, souvent, on va chapeauter également plus qu'un rôle. On va chapeauter également le rôle du courtier hypothécaire, que nous, on doit faire également notre propre développement des affaires. Puis de l'autre côté, également, on veut offrir un bon service à notre clientèle interne, qui est également les courtiers qui décident de se joindre au niveau de l'équipe. Donc, d'avoir 4 chefs d'équipe, ben, ça fait en sorte de pouvoir mieux répartir les tâches, puis également de pouvoir donner le meilleur encadrement pour l'ensemble des courtiers de l'équipe. Exact. Puis, vu qu'on est maintenant rendu dans les quarantaines de courtiers dans l'équipe, c'est sûr que ça prend quelque part pour les assembler ou travailler avec eux. Fait que ça me ramène au nouveau bureau que vous venez d'ouvrir, mettons, dans le Rive-Nord. Fait que parlons un peu de l'acquisition, le plan et pourquoi vous avez ouvert ce nouveau bureau-là. Bien, tu l'as mentionné, on est devenu, on était victime un peu de notre succès. Donc, on a grossi très rapidement. Donc, on avait besoin d'installations qui pouvaient faire en sorte d'accueillir également l'ensemble des courtiers de l'équipe. 2, on cherchait également un pôle stratégique. C'est sûr que nous, on est situé dans la ville de Mascouche, on est sur la Rive-Nord de Montréal, mais on voulait être proche des axes routiers. Donc, on voulait également être proche de la plupart des grands axes routiers également pour faire en sorte de faciliter l'accès à nos bureaux. On voulait pas juste également avoir notre équipe. Nous, on voulait offrir un accompagnement 360 degrés pour notre clientèle, puis même pour nos courtiers de pouvoir bâtir des partenariats avec d'autres tiers. Donc, nous, on a décidé de créer un centre financier. Donc, dans ce centre financier-là, on retrouve, oui, les gens de l'équipe, les courtiers hypothécaires, bien sûr, mais on retrouve une gestion du patrimoine. On retrouve également un bureau de notaire. On va avoir un groupe également de gestion immobilière qui va pouvoir accompagner nos clients. Parce que souvent, on peut trouver la source on peut structurer un financement pour du multiplex, mais souvent, les gens n'ont peut-être pas nécessairement le temps de pouvoir s'en occuper. Donc, on va avoir également une gestion immobilière qui va pouvoir accompagner. On a des gens en assurance dommages sinistres. Donc, vraiment, le but, c'est d'offrir un service complet. Un one-stop shop. On voulait créer également quelque chose. On a des passions dans la vie. Donc, on voulait également créer un centre d'affaires qui se démarque. Donc, également, on a mis un simulateur de golf à l'intérieur. Souvent, dans le domaine du courtage ou dans le domaine de la finance ou également de la vente immobilière, on va avoir des rencontres au restaurant, au party, mais sinon, on voulait faire ça différent. Donc, nous, on aime bien le sport, on aime bien le golf également de notre côté. Puis on dit, pourquoi on ne créerait pas un endroit qui pourrait être rassembleur? Autant également au niveau de l'interne, mais également auprès de nos partenaires. Donc, à place d'aller manger au restaurant, on les invite à venir également frapper des balles de golf avec nous. Puis on peut également jumeler l'utile à l'agréable, également certaines façons d'avoir du plaisir en frappant des balles, mais de l'autre côté, pouvoir créer des partenariats d'affaires. Puis également, éventuellement, on envisage d'avoir un studio de podcast également pour nos gens. Parce qu'également, on sait qu'en 2025-2026, on doit quand même être présent sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on envisage également d'avoir ce studio-là pour également donner un outil de plus également pour les gens qui ont décidé de se joindre avec nous. C'est quand même un immense projet, comme tu avais dit, d'avoir des bureaux pour les courtiers, le notaire, fiscaliste, gestion immobilier et tout. Parle-moi un peu du plan, du développement du bureau. Avant de décider d'embarquer dans l'aventure d'acheter un bureau, parce qu'on était locataire, il faut à la base être sûr
qu'on s'embarque. Ouais. Voir, y a-t-il un intérêt? Si on décide d'ouvrir un centre financier, est-ce qu'il va y avoir des partenaires qui vont nous suivre? Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs réunions avant d'arriver là, puis effectivement, puis nous, on voulait offrir un service qui était un accompagnement de 360 degrés. Une fois qu'on a eu l'engagement que oui, évidemment, il y a d'autres partenaires qui décident d'embarquer avec nous, là, c'est parfait, on concrétise le projet. Ouais. À partir de là, j'ai eu la chance de travailler avec mon frère, qui est un des propriétaires de BTA Architecte. Également, c'est un bureau d'architecte qui est situé sur la rive nord de Montréal. OK. Je le salue présentement. Donc, c'est toujours été un de mes rêves de pouvoir travailler avec mon frère. Puis, comme je te le dis, j'ai eu une passion pour l'immobilier. Pour le monde qui ne savent pas, j'ai des notions et j'ai étudié même en architecture également de mon côté. J'ai juste pas eu la patience de finaliser mes cours étant plus jeune. Ouais. Donc, de travailler un 5... Nous, on a acheté également une dalle de béton, autrement dit. Là. Donc, c'est là comment on aménage 5500 pieds carrés de bureau. Ouais. Donc, on a eu la chance, comme peut-être avec un bureau d'architecte qui nous a accompagnés à travers tout ça. Honnêtement, c'est beaucoup de gestion. Ouais. Avoir le refaire, je pense que je le referais différemment. Je pense qu'on paierait une firme externe également pour pouvoir faire la gestion du projet. Mais je ne regrette pas ce move-là. Parce que moi, j'ai appris énormément durant les 5 derniers mois également qu'on a eu la concrétisation de ce projet-là. Puis honnêtement, aujourd'hui, tu me poses la question, quoi faire, quoi ne pas faire, que si il y a quelqu'un qui a l'esprit entrepreneur de vouloir se créer un centre d'affaires, je pourrais peut-être donner quelques conseils à travers tout ça. Mais c'était beaucoup également de back and forth avec les entrepreneurs, beaucoup de micro-gestion à faire. Le point qui me rejoint plus avec toi, Benoît, c'est que t'es homme de famille, t'es père. En tant que nouveau père aussi, tu sais, je prends beaucoup d'inspiration de comment t'es comme père ou homme de famille. C'est comme ça que c'est dit? Homme de famille? Family man? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis même quand tu me parles de ton parcours ou dans tes projets, tu m'avais dit que c'était un rêve de travailler avec ton frère, ton père était banquier. Puis je me souviens que tu m'avais parlé d'une histoire qui m'a vraiment touché, c'était ton très belle montre que tu as apportée ici. Fait que parle-moi de cette histoire-là de le fameux montre. Ouais. C'est pour certains, c'est une montre assez banale. Pour moi, j'ai un attachement sentimental. Ouais. Comme je l'ai mentionné antérieurement, mais mon père, il a eu dans les dernières années de sa vie une maladie neurodégénérative. Puis souvent, il cherchait également, il n'y avait plus nécessairement la notion du temps. Puis il avait besoin, à un moment donné, puis également, pour le monde qui ne savent pas, il avait eu une trachéotomie avant même de tomber malade également de cette maladie neurodégénérative, donc il était incapable de pouvoir parler de son côté. Donc, il avait besoin de pouvoir avoir quelques points de repère, savoir quelle journée on était rendu au courant de la semaine et tout. Donc, je lui ai procuré cette montre-là. Okay. Donc, c'est pas nécessairement une Rolex, il n'y a pas nécessairement, c'est pas une montre à de très grande valeur, mais pour moi, c'est à chaque fois que je regarde la montre, c'est un clin d'œil envers mon père. Ouais. Donc, pour moi, mon père, c'était quelqu'un qui, même j'en parle aujourd'hui, ça devient quand même pour moi émotionnel parce que c'est quelqu'un qui me donne, je pense, des bons outils pour également devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours eu confiance en moi, qui a également toujours quand même donné beaucoup d'amour, même s'il ne m'a jamais dit je t'aime. Je pense pas que ces hommes de cette génération-là disaient à leurs enfants je t'aime. Par contre, sur son lit de mort, il m'a dit écoute, Benoît, avec ton fils, les conseils d'un père mourant, puis avec le très peu qu'il pouvait également parler à cette époque-là, il m'a dit écoute, aie confiance envers ton fils. C'est le seul conseil qu'il m'a donné sur son lit de mort. Aie confiance envers ton fils, puis dis-lui que tu l'aimes. Donc, pour moi, quand je regarde cette montre-là, c'est un gage également de... Je pense à mon père, petit Guy, qui s'appelait Guy Douville. Donc, je pense à lui. Puis, tu sais, il m'a influencé d'une certaine façon à aller dans ce domaine-là, parce qu'il était également dans le domaine du développement des hypothèques quand il était dans sa carrière plus jeune. Mais c'est comme un full circle moment. Quand tu étais jeune, tu pensais-tu qu'un jour tu vas être dans ce type de domaine-là comme ton père? Pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Là. Mon père, il disait Benoît, tu peux faire tous les métiers du monde. Fais pas banquier, fais pas directeur du lieutenant des hypothécaires. Pourtant, il était ultra passionné de ce domaine-là. Je pense que les seules et uniques conversations, puis je viens d'un monde, d'une famille qui était dans ce domaine-là, le domaine des banques. Donc, souvent, je me rappelle des soupers les samedis soirs chez mes grands-parents, de la famille de mon père. Puis, les conversations étaient uniquement orientées vers la banque. Donc, pour quelqu'un qui dit « ne fais pas ça », il y avait quand même une très grande passion envers les banques. Mais je pensais pas vraiment devenir banquier quand j'étais jeune. Là. Qu'est-ce que tu penses qui faisait en sorte qu'il disait de ne pas être dans ce domaine-là? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il t'a pas suggéré Mais je pense que mon père, à l'époque, il a travaillé. Il aurait eu un très grand potentiel de dire « écoute, je deviens courtier hypothécaire.
Je pense qu'il a travaillé pour une banque. Pour le monde qui pense que travailler dans une banque, c'est des histoires également qui sont... Des gens sont multimillionnaires. Les histoires américaines d'un banquier, c'est pas nécessairement la réalité également au Canada ni au Québec. Ouais. Donc, je pense que la rémunération seulement a joué également à travers tout ça avec les efforts qu'il mettait également de son côté. Je pense que si aujourd'hui il serait vivant, c'est le genre de gars que je prendrais dans mon équipe. Ouais. Parce qu'également, il était un ultra passionné, ultra connaissant. Mais il aurait sûrement eu peut-être un meilleur gain, sans nécessairement rentrer également sur l'aspect du gain monétaire, mais je pense qu'un courtier hypothécaire peut gagner beaucoup mieux sa vie que, sans vouloir dénigrer les gens qui travaillent dans les banques, que les gens qui travaillent dans les banques. Là. Puis est-ce que toi, tu voudrais ou t'aimerais que ton fils devienne courtier hypothécaire, ou est-ce que tu le dirais, touche pas à ça non plus, comme ton père? Moi, honnêtement, moi, je crois être sur mon Rix présentement. J'adore qu'est-ce que je fais. Moi, ça va chercher également toutes mes forces, également mon background, mon coffre à outils également des dernières années. Moi, je peux dire que j'aime mon travail. Ouais. Moi, j'aspire que mon fils trouve un métier qu'il va aimer également de son côté. Ouais. D'avoir, c'est sûr, il y a toujours également le petit côté fierté de dire mon fils vient travailler avec moi. J'aimerais ça. C'est ça. Mais je pense que la plus belle liberté que mes parents m'ont donnée à cette époque-là, c'est fais qu'est-ce que tu veux. Puis en bout de ligne, avec le cheminement, puis avec le coffre à outils que j'ai accumulé au courant des dernières années, ben, je me retrouve seulement dans le domaine que mon père travaillait. Ouais. C'est ça. Moi aussi, j'adore ce métier-là. Je trouve que ça nous donne la liberté de pouvoir donner le choix à nos enfants, de dire fais ce que tu veux. Tu vois que ça marche pour nous. Fait que si jamais tu voulais, tu sais qu'il y a mettons, une porte de sortie ou une façon ou un métier que tu pourrais rejoindre si jamais. Mais moi non plus, je pense pas que je vais forcer à mes enfants. Mais forcer. Je vais pas leur battre pour dire je vais joindre ce métier. Je vais pas leur encourager d'aller vers nécessairement seulement mon type de domaine, mettons. Je vais leur laisser le choix. Je vais faire tout mon possible de permettre le choix d'être libre dans ceux qui veulent choisir. Moi, quand je me suis lancé dans le domaine du courtage hypothécaire, je voulais envoyer quand même un message un jour, parce que mon fils est quand même encore jeune pour avoir ce type de conversation-là. Ouais. Comme je l'ai mentionné, ça faisait pratiquement 25 ans. Ouais. J'étais bien ancré. J'avais des très bonnes relations avec mes anciens employeurs. J'aurais pu rester là également jusqu'à ma retraite. Ouais. Par contre, pour moi, je pense que j'avais accumulé comme tel. Le coffre à outils était un peu plein. Ouais. Puis j'aspirais également à autre chose, également de mon côté. Puis je voulais lui montrer que des fois, dans la vie, on peut être dans une situation très confortable, mais des fois, il faut prendre des risques. Il faut également être prêt. Puis souvent, on prend l'exemple de l'élastique. Des fois, un élastique, il faut être prêt à reculer pour mieux rebondir vraiment par la suite. Puis c'est un peu l'image que je voulais donner à mon fils, dire que des fois, on peut être dans une situation très confortable, puis on ne veut pas prendre des risques. Ouais. Mais on est en train, des fois, peut-être de mourir à petit feu sur le côté professionnel ou même sur le plan de vue personnel. Puis je voulais lui montrer que, oui, j'étais confortable. Oui, on avait également tous les acquis également de notre côté pour avoir une très belle vie. Ouais. Mais moi, c'était pas nécessairement où j'étais rendu à ma vie, c'était pas nécessairement qu'est-ce que je voulais être. Ouais. Donc, c'était un peu également le message que dans la vie, il faut des fois sortir de sa zone de confort pour trouver également son bon X. Puis c'est ça que je voulais également avoir un jour ce type de conversation-là avec mon fils. Oui, c'est ça. Avec tout ce que tu as à gérer, avec les nouveaux bureaux, 40 courtiers, oui, tu as l'aide des autres chefs d'équipe et tout, mais comment est-ce que tu trouves comment est-ce que c'est balancer la balance entre être père et homme de famille et gérer tout ce que tu as à gérer dans ton vie professionnelle? Tu sais, ça pourrait être très stéréotypé qu'est-ce que je vais mentionner, mais souvent, je pense d'avoir un bon horaire. Ouais. Et de se dire, écoute, c'est pas nécessairement la quantité, mais c'est peut-être des fois les moments de qualité que tu vas passer. Ouais. Donc, j'essaie toujours, dans mon planning, de me laisser également du temps pour ma famille. Ouais. Donc, puis quand je suis avec ma famille, mais j'essaie d'être à 100% avec eux. Donc, que ça soit même des fois de mettre le téléphone de côté. Ouais. Pour au moins ce bloc d'heure-là, que je sois également à 100% avec eux. Okay. Donc, c'est vraiment comment que j'essaie de trouver une balance. C'est pas toujours évident. Ouais. Puis quand on commence dans le domaine du courtage, je veux dire, on est à un appel de manquer un client, puis on veut pas manquer de business. Mais souvent, on dit, écoute, qu'est-ce qu'on a le plus de besoin? C'est acheter une bonne équilibre. Si je suis pas heureux dans ma vie personnelle, je serai pas heureux dans ma vie professionnelle. Et vice-versa. Par contre, quand je suis au travail, ben, je suis au travail. Ouais, exact. Puis j'ai la chance comme tel d'avoir une
très bonne conjointe qui comprend cette qualité-là, qui m'appuie. Je te dirais que souvent, c'est elle qui va aller chercher mon fils à l'école le soir, qui va faire les devoirs avec mon fils. Ouais. Donc, je suis très reconnaissant. Puis je pense qu'il faut faire équipe également avec sa conjointe ou son conjoint, peu importe, pour être capable de pouvoir exceller dans ce genre de domaine-là, puis aller chercher également une bonne balance de vie. Là. C'est ça. Moi aussi, également, dès que ma fille était née, j'étais supposé d'être sur un congé de paternité, mais dès qu'on est retourné chez nous, le téléphone sonne, je peux pas dire « Ah non, je prends un petit break. » Moi, où c'était le plus marquant, c'est dans mes premières vacances. Avant, même si j'avais un rôle de gestionnaire dans une grosse organisation, quand je partais en vacances, je pouvais dire, OK, je peux vraiment partir en vacances, je peux décrocher sans nécessairement avoir les responsabilités qui suivent. Mes premières vacances, je pense que je les ai passées une bonne partie de la semaine. J'étais derrière un bureau à l'hôtel pendant que ma blonde puis également mon fils en profitaient des installations de l'hôtel. Donc ça, c'est la première réalité qui m'a frappé dans le domaine du courtage. Encore là, oui, il faut travailler une bonne balance, mais j'ai appris que quand on part en vacances, il faut savoir également bien être accompagné. Donc, j'ai la chance d'avoir un très bon partenaire. Souvent, un courtier, montrement qu'on commence à rouler, il y a certaines décisions qu'on doit prendre. Moi, je travaille également avec des souscripteurs. Donc, tu as la chance, souvent, je pense que tu as eu la chance de présenter Mandy Joseph, qui est un homme que j'adore énormément. J'ai Erika également qui travaille avec moi. Puis quand je pars en vacances, mais moi, je dis, OK, je peux dire, OK, je pars en vacances, j'ai des gens de confiance. Également, il y a Daniel qui est là. Mais j'ai des gens de confiance qui peuvent prendre la business. Mais comme je te dis, c'était les premières vacances, pour moi, étaient marquantes. Mais maintenant, j'ai essayé de trouver des systèmes que si je pars en vacances, et maintenant, je suis capable de partir vraiment en vacances. Oui, c'est sûr que je pense que être capable de déléguer les tâches, c'est quand même très important dans notre rôle spécifiquement parce que des fois, les entrepreneurs ou courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires aussi, ils veulent vraiment être. C'est eux, ils savent que moi, je donne un bon service, mais ils pensent que personne d'autre peut donner le même service qu'eux. Fait que ils veulent pas donner le tâche à quelqu'un parce qu'ils ont peur que leurs clients vont pas être pris en charge comme que eux ils auront pu faire. Mais faut être capable de faire confiance en d'autres mondes. Je pense qu'il faut être capable de le mentionner également autant à ses partenaires d'affaires. Quand je parle de partenaires dans le domaine d'un courtier, souvent, ça va être des courtiers immobiliers, ça va être des conseillers financiers. Des fois, on va avoir du référencement de clientèle, puis souvent, c'est ça, c'est du référencement. Mais si tu as une équipe, il faut que tu sois capable également de dire à tes partenaires, moi, j'ai entièrement confiance en mon équipe. Moi, à chaque fois que je fais une introduction, soit d'un nouveau client, un nouveau partenaire d'affaires, je mentionne que quand vous faites affaire avec Benoît, faites pas juste affaire avec Benoît, faites affaire avec une équipe. Donc, je vais présenter Erika, je vais présenter Mandy, qui vont faire partie également de la solution. Puis, si on set les attentes très claires avec le client ou avec les partenaires dès le départ, on ne devrait pas avoir ce type de problème-là. Puis souvent, il faut savoir bien s'entourer. Si tu sais également que les gens dans ton équipe, c'est pas le genre de gens qui vont offrir la même continuité de ton service, peut-être que c'est pas nécessairement les bonnes personnes également pour être avec toi avec. Là. On avait discuté de quand même un de gros investissement avec le bureau, que je dirais que à date, c'est quand même un bon investissement. Fait que parle-moi je serais curieux à savoir, c'était quoi ton pire investissement? Mon pire investissement, c'est sûr que moi, je suis un genre de gars qui prend souvent des risques calculés, puis j'ai toujours été un gars qui préférait avoir de l'immobilier que de me payer une belle voiture. Mais cet été, puis c'est drôle parce qu'on l'a fait en duo. C'est rare qu'on ait une garde partagée sur un véhicule. Donc, en réalité, moi puis mon chum Dan, on s'est procuré une belle voiture. C'est pas une Ferrari, c'est pas une Lamborghini, mais c'était une belle voiture. Mais c'était sur le coup de l'émotion. On dit, OK, on veut l'avoir, la voiture, parce que moi, j'ai quand même fait mes recherches. J'avais un rêve quand j'étais jeune. Écoute, j'aimerais ça avoir une Porsche. Puis je sais que les Porsche, souvent, c'est les voitures qui vont le moins dévaluer dans l'industrie. Donc, on a décidé de se payer une folie, une Porsche. On est chacun également des familles. Donc, qui fait en sorte que mon chum Dan, il y a 2 enfants. Moi, j'ai un enfant. On a pris une Porsche qui a également une place. Il y a seulement 2 places également à l'intérieur. Donc, très utile pour la famille. Belle voiture de famille, exact. Une belle voiture de famille. Donc, je te dirais que finalement, quand tu l'as, t'es fier, t'es content de l'avoir.
Peut-être pour la première semaine, mais avoir à refaire ça aujourd'hui, je pense que je prendrais mon argent puis je l'investirais peut-être sur un autre projet immobilier que de le mettre sur une belle voiture. Mais je suis quand même fier de l'avoir. Ouais. Mais je te dirais peut-être que ça serait peut-être la pire dépense que j'ai fait jusqu'à présent dans les courants des derniers mois. Là. Mais c'était quand même un risque calculé parce que, comme tu avais dit, t'as pas choisi un auto qui. Mais tous les autos déprécient à un certain point, mais t'as pas choisi quelque chose qui déprécie à 30, 40. Non, 40%. j'ai quand même fait mes recherches, voir Ouais. le modèle qu'on a choisi. C'est environ peut-être un 3 à 4 de dépréciation annuelle, qui est quand même très bas pour un véhicule neuf. Ouais. Donc, puis c'est le véhicule que tu peux facilement revendre, Ouais. facilement la valeur que tu as payée au départ. Ouais. Fait que. Parlons un peu du métier parce qu'à la fin de la journée, on est des courtiers hypothécaires. Ouais. Puis il y avait quand même une grosse annonce cette semaine. Oui. Fait que ce mercredi, le 10 décembre, il y avait une annonce que les taux directeurs vont rester tels quels Mhm. à cause de l'inflation, à cause des rapports Pardon, le rapport de chômage. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? On est-tu dans la marde? Non, parce que au contraire, Ouais. tu sais, souvent, la Banque du Canada va abaisser son taux directeur pour stimuler l'économie. On le sait, si on regarde dernièrement, on est tous un peu dans le vent de panique avec les fameux tarifs douaniers. On voit également certaines industries au Canada qui en écopent un petit peu plus. Par contre, quand on regarde les données qu'on a obtenues dernièrement, c'est qu'on voit que le chômage, même s'il demeure quand même très élevé au Canada, il est un peu plus bas que les prévisions. Ouais. Que le PIB du pays, qui est quand même le 0,5 qui avait également été mentionné, les attentes qu'il y avait, est quand même à 2,6 %. Le PIB demeure quand même très bon. Que l'économie canadienne se porte malgré tout OK Ouais. par rapport aux prévisions qui auraient pu être beaucoup plus pires. Ouais. Que l'inflation est quand même sous contrôle présentement. Ouais. Donc, la décision de la Banque du Canada de ne pas abaisser son taux directeur est quand même sage. Donc, ils vont l'abaisser. On a vu également des baisses successives en septembre, en octobre pour stimuler l'économie parce qu'on n'avait pas encore des données à savoir c'est quoi l'impact également des fameux tarifs douaniers. Présentement, je pense que c'est pas mal le statu quo. Ouais. On demeure de cette façon-là. Je pense pas qu'également en 2026, il va y avoir beaucoup de baisses de taux directeurs. Les prévisions des économistes actuellement, puis je ne suis pas économiste, je suis conseiller hypothécaire, mais je lis je lis l'actualité comme la plupart également des gens. Ils prévoient également que ça devrait demeurer assez stable. Peut-être d'autres baisses de taux directeurs, mais très, très, très stable ou très conservateur au niveau des baisses dessus. Mais on est su dans la marde. Pour répondre à ta question, Ouais. non, l'économie pourrait mieux se porter, mais d'avoir une banque qui décide, également la Banque du Canada, de dire, OK, on demeure conservateur, on demeure comme tel le taux directeur, à qu'est-ce qui demeure inchangé, c'est qu'actuellement, on est confortable avec qu'est-ce qu'on voit devant nous. Là. OK. Fait que pour récapituler, ça veut dire que pour le moment, depuis la dernière annonce, ça semble que c'est, entre guillemets, stable, l'économie canadienne. Exact. Pas Donc, mal, ça. stable, tu sais, on est moins dans la tempête qu'on pensait de notre côté. Ouais. Encore là, je suis pas économiste, je sais Ouais. également, il y a toujours des gens qui disent, Puis c'est pas nous qui a fait la décision non plus. C'est exactement. pas nous qui a dit de le garder ou que c'est stable. C'est juste que c'est ça que ça veut dire, selon la Banque du Canada, que c'est eux qui pensent que... Exactement. Puis, tu sais, même on a vu, dès qu'on a eu certaines données vendredi dernier, donc vendredi pour du mois de décembre, pour le monde qui écoute notre podcast, c'est du monde qui écoute ça en juin 2026, on va dire, on est situé où? On est en 2025, en mois de décembre présentement. Ouais. Mais tu sais, on a vu, dès qu'on a eu ces notions-là, ben, tout de suite également, le marché des obligations canadiennes, lui, a réagi. Ouais. Puis on a vu également la plupart des banques ont réagi en augmentant leur taux fixe. Exact. Tu sais, souvent, le monde disait, puis moi, j'ai souvent des clients, je sais pas si c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a une annonce de la Banque du Canada, est-ce que mon taux fixe a baissé? Taux fixe, rien à voir comme tel avec le marché des obligations. Ouais. Le marché des obligations, il va dicter un petit peu plus les taux fixes, tandis qu'également le taux directeur, il va plus également dicter qu'est-ce qui va se passer avec le variable. Le variable peut être une bonne stratégie présentement pour les gens, mais encore là, ça dépend du style également d'emprunteur que tu es également de ton côté. Là. Fait que on termine l'année 2025 puis on rentre dans 2026. Fait que parle-moi un peu plus de où est-ce que tu vois le futur de Maverick pour l'année ou les années qui suivent? Je pense qu'on a eu ça fait quoi? Ça fait un an et demi qu'on a également que Maverick existe. Ouais. Donc, on est quand même dans une bonne situation, on va dire, pour une start-up, au niveau d'une équipe dans un cabinet hypothécaire, où je vois l'avenir de Maverick. C'est de continuer, je pense, à consolider les fondations. Parce que
c'est bien beau de vouloir grossir au courant des prochaines années, mais il faut également être sûr de bien structurer les fondations de l'équipe, Ouais. de continuer l'encadrement auprès de nos courtiers. Puis comme dit, les courtiers, c'est pas des gens qui travaillent pour nous, là, c'est des gens qui décident de se joindre à nous parce qu'également, on veut faire soit du pooling, on veut travailler également à avoir un partage d'informations. Donc, je pense que c'est de continuer également à chercher, de faire un bon encadrement auprès de nos gens. Deux, oui, ce serait de grossir de façon intelligente. Au courant de la prochaine année. Actuellement, on est rendu une trentaine de courtiers au niveau de l'équipe. Est-ce que le sweet spot, ce serait également d'arriver à 50 courtiers? Mais on ne veut pas nécessairement grossir à tout prix. On veut avoir des gens également de qualité, des gens également qui vont bien représenter les valeurs également de l'équipe. Nous, on veut continuer à avoir du plaisir également au niveau du travail. Ouais. Est-ce qu'il y a également peut-être une vision à plus long terme d'avoir peut-être de faire de l'investissement, d'aller chercher peut-être un côté prêteur privé à travers également Maverick, peut-être avoir une sous-branche. Également, on a des équipes, également d'avoir des sous-équipes. On a déjà une équipe satellite, une sous-équipe à Québec. Est-ce que également, on aimerait peut-être avoir des sous-équipes dans d'autres coins comme Gatineau, qui est également Sherbrooke, pour mieux représenter l'équipe. Donc, peut-être ouvrir d'autres centres d'affaires également à Maverick, également à travers le Québec. Donc, je te dirais, c'est qu'est-ce qu'on voit pour l'équipe. Mais je te dirais, dans la prochaine année, à court terme, c'est vraiment consolider les fondations, pouvoir grossir, mais de la bonne façon, de pouvoir bien accompagner nos courtiers qui ne manquent pas d'outillage, travailler sur notre branding également, parce que ça, c'est excessivement important pour nous. On a quand même marqué des grandes étapes. Au cours de la dernière année, on a développé notre centre d'affaires, on a lancé notre site web, on a lancé également notre plateforme également pour générer des leads également pour faire en sorte que nos courtiers également puissent, quelqu'un qui commence dans l'industrie, puisse également avoir des référencements de clients qui veulent également avoir des informations au niveau du courtage. Donc, on a essayé de travailler sur toutes les sphères pour faire en sorte que l'équipe puisse continuer à grossir, mais de la bonne façon. Là. Nice. Okay. J'allais demander, mettons, quelque chose de personnel pour toi. Pas la retraite, ici. ça fait 2 ans. Ça s'en vient bientôt ici. Non, mais attends, y a-t-il quelque chose On veut vendre l'équipe. Ouais, mais c'est ça. C'est quoi le plan? J'ai bien hâte d'avoir le futur de Maverick et tous les plans que tu m'as discutés. Honnêtement, je vais prendre le temps quand même de te remercier de m'avoir invité à Closing Time. Le Closing Time. Le Closing Time. Donc, honnêtement, c'est... Comment t'as trouvé l'expérience? Bien. Des fois, je peux te dire, c'est un peu toujours stressant. D'avoir une conversation, c'est naturel. D'avoir une conversation avec des caméras, je te dirais, c'est toujours un petit peu plus stressant. Mais honnêtement, je pense que c'est de se mettre dans une zone d'inconfort. On a parlé beaucoup de la zone d'inconfort également avec le changement de job, lancement également d'un bureau, d'une équipe, tout. De venir à un podcast aujourd'hui, pour moi, c'est sortir de sa zone de confort. Puis honnêtement, je le recommande fortement à tous les courtiers de l'équipe. Oui, exact. Toi, ton plus gros échec professionnel, échec ou plus gros obstacle en tant que courtier hypothécaire que tu as vécu pendant que tu as commencé ou quand vous avez commencé Maverick? Avec ça. Je dirais que quand tu commences, puis on m'avait vacciné par rapport à ça. Vacciné, j'aime ça. Vacciné. Le courtage, c'est un super beau métier. Parce que d'accompagner, on a dit plein de choses également de très positifs. Mais souvent, quand tu te lances dans le domaine du courtage, ça peut prendre du temps avant que ça fonctionne. Il faut, comme tu dis, les ressources également ou avoir un bon partenaire ou une bonne partenaire qui va t'accompagner également financièrement au départ. Faut que tu fasses ton nom. Parce que souvent, c'est une game, malheureusement, des fois, de dire c'est quoi le volume que tu as généré avant que tu sois pris en considération. Puis ça peut également, au début, être toucher ton ego. Surtout si tu as un background, tu viens également d'une business que tu as du succès, là, tu recommences dans l'industrie, puis tu te dis, OK, j'ai pas ce réseautage-là, je suis pas connu, j'ai pas les chiffres. Des fois, on va même pas m'adresser également la parole, ils vont pas adresser la parole parce que tu n'as pas nécessairement les chiffres également représentatifs également pour eux. Un échec, je pense pas qu'il y a des échecs. Mais tu sais, je pense que avoir à refaire ça, aujourd'hui, je pense que je le ferais de la même façon. Je développerais de la même façon. Puis au départ, j'ai travaillé sur des dossiers qui sont peut-être plus difficiles, moins payants, qui m'ont aidé comme tel à faire comme on appelle la souscription de dossier.
Mais ça, aujourd'hui, ça m'a aidé comme tel à devenir un meilleur courtier, d'être un petit peu plus créatif également de mon côté, de pouvoir mieux accompagner mes clients. Ensuite, je te dirais refaire le parcours dans un court laps de temps où je suis rendu aujourd'hui, je le ferais de la même façon. Wow. Très inspirant. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Benoît. Merci, John Hart. Donc, On va se serrer la main. comme dirait Michel, Jeannette. Exact. Ben, merci beaucoup d'avoir assisté au podcast ou d'être venu. Puis merci à vous d'avoir écouté le 3e épisode de Le Closing Time. Merci.